Chers lighters, chères lighteuses, bienvenue dans cet épisode numéro 30. Je suis encore dans un nouvel endroit, je suis de nouveau chez moi et j'ai encore de nouvelles choses à vous raconter. Je suis désolé, un petit peu de retard ce matin, il est 10h47, mais j'ai une très très bonne justification. J'étais à la salle de sport ce matin à 7h avec un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. Un ami à moi qui est entrepreneur aussi, qui s'appelle Hugues. On s'est fait une bonne grosse séance pec. Ça faisait un bail que j'avais pas fait une séance de go muscu comme ça à ce point avec vraiment des grosses congestions et tout. C'était plutôt sympathique. Pour ceux qui me découvrent et qui découvrent Light, l'objectif est simple, quelle que soit la graine que tu aies fleurie. Pour cette semaine, pour cet épisode numéro 30, grand changement. Il n'y aura pas 5 idées, mais il y en aura que 4. Je me suis dit, bon, après tout, si je trouve pas la 5e idée, c'est qu'elle n'est pas forcément obligée de venir. Et si l'épisode doit être un petit peu plus court, c'est pas grave. Je pense que c'est plus pertinent de faire ainsi, c'est-à-dire en fonction des choses que j'ai à raconter. Si on doit faire des épisodes de 2 heures, on les fait. Si on doit faire des épisodes de 30 minutes, on les fait aussi. Peut-être que d'ailleurs, les professeurs à l'école devraient faire la même chose. Après, ils ont un programme, mais il y a des moments, ça ne sert à rien de faire durer quelque chose qui n'a plus de matière. Je pense, en tout cas. Et des fois, c'est passionnant, t'es pris dans le truc et tout, et tu perds la notion du temps. Donc, tu peux aller bien plus longtemps, mais des fois, ça vient pas, en fait. Et c'est pas grave. Je pense que ça ne sert à rien de forcer. Bref. Les 4 idées. Donc, pour commencer, j'aimerais vous parler de mon nouveau départ pour une nouvelle vie. Je déménage, ça y est. Donc, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Dans quelle ville je vais emménager. Bref, cette semaine a été assez riche à ce niveau-là. Je fais plein de visites d'appart. C'était chiant, c'était galère. J'ai passé ma vie sur Le Bon Coin à appeler des gens, à construire un dossier. Je vais raconter un petit peu ça et aussi qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de partir à l'âge de 22 ans du foyer familial parce que pendant longtemps, j'étais peut-être pas opposé à cette idée, mais en tout cas pour moi, elle avait pas de sens dans ma situation. Aussi parce elle me faisait peur. Je sais que tout ce qui touche à l'engagement, personnellement, c'est un peu compliqué. Mais bref. En 2, on verra le McNamara fallacy, quand la mesure finit par dicter notre vie. Un truc intéressant qui prend source dans la guerre du Vietnam avec ce colonel et qui a des implications qui sont intéressantes. En 3, on verra Nietzsche versus Rousseau, faire un mini combat de philosophes. Il y aura aussi Confucius qui va intervenir dans l'affaire. Ce sera pas le médiateur, mais il sera là. Et plus largement, les forts versus les faibles. Je vous en avais parlé la semaine dernière de cette idée. Et en 4, on verra pourquoi tout finira par devenir du porno. Je vais partir d'une citation que j'ai trouvée intéressante et on pourra découler ensuite sur ça. Alors, avant qu'on attaque comme d'habitude le plan de semaine, je tiens à rappeler que vous pouvez avoir accès à mon second cerveau avec le premier lien dans la description. Alors, cette semaine, il n'a pas été garni comme il avait l'habitude de l'être. Il est resté un peu sur sa faim. Mais ce qui est bien, c'est que la base de données est cumulative et que bon là, on doit tâcher les plus de 800 notes. C'est une mine d'or que je construis brique par brique depuis plus de 3 ans. Donc voilà, tu payes 20 euros, tu y as accès à vie et en illimité. Tu peux y passer ta journée si tu as envie, il y a pas de souci, il y a de quoi y passer sa journée. Donc je le rappelle, le premier lien en description. Je pense que je vais prochainement augmenter le prix. Alors ça va pas être tout de suite, mais je vais le faire. Ça passera à 37. Là, je pense que depuis le début, j'ai dû en vendre une bonne grosse centaine. Donc je vois que ça vous plaît bien et c'est cool. Et j'ai même eu des gens qui m'ont dit, en vrai, c'est trop cool. Ça correspond à ce à quoi je m'attendais. Donc c'est tant mieux. On envoie le bon plan de semaine. C'est parti. On est le 9 décembre. On commence par la downlist. De mon côté, alors, séance de mobilité, j'ai fait que 5 sur 7 cette semaine. J'avoue qu'il y a 2 jours où, déjà,
j'ai pas dormi chez moi à part hier et il y a dans la semaine, un truc comme ça, mais sinon, c'est chiant, quoi. En ce moment, c'est pour ça que je voulais un appart aussi, mais bon, bref, pour trouver un appart, faut se bouger et faut tout chambouler. C'est le chaos avant l'ordre. Donc bref, la mobilité, j'avoue, j'ai un peu skippé. J'ai fait que 5 sur 7. J'avais prévu aussi dans les objectifs de faire 6 séances de sport, mais très sincèrement, j'en ai fait que 4. J'ai fait 3 séances de muscu, un running. Bon, j'ai fait aussi 2 bains froids à la mer, un hier soir avec mon petit frère. C'était l'horreur, sa race. Il faisait froid, on s'en doute. Il y avait du vent, il faisait nuit et on est allé dans l'eau froide tous les deux. Heureusement que qu'il était là, mais j'ai dû bien le forcer pour qu'il vienne m'accompagner. Mais bon, bref, c'était un beau moment de fraternité. Ensuite, eh bien, j'ai trouvé un appart. J'ai trouvé un appart, donc ça, je peux vous dire que ça, enfin, tout le monde réussit ce truc, mais c'est pas pour autant que c'est facile en fait. C'est ça qui est assez marrant. C'est comme avoir un enfant. Avoir un enfant, t'es en mode, ouais bah c'est basique, mais putain qu'est-ce que c'est dur les gars. Enfin, j'imagine quoi, le truc de bah, avoir un enfant. Non, c'est tout le monde est capable d'avoir un enfant, mais ce que je veux dire c'est avoir un enfant correctement, c'est-à-dire dans sa tête, être prêt pour que ça se passe et avoir les conditions nécessaires qui font que tu vas pouvoir t'occuper de quelqu'un d'autre en fait. J'ai vu mon ami Mister Dreamax, bon j'ai vu pas mal de gens, bref. J'ai écrit 4 jours sur 7, un peu plus d'une heure à chaque fois au minimum, même 2 en fait. Donc ça c'est pas trop mal, j'avais prévu de le faire 5 sur 7. Je commence vraiment à beaucoup aimer. Il m'est arrivé un truc là il y a 3-4 jours où j'étais en train d'écrire et c'est comme s'il y avait une sorte de sifflotement dans mon oreille. C'est un peu ce truc c'est un flow, t'es un peu sur un fil, et j'avais un truc limite un peu spirituel de, c'est bien, genre là, continue et je vais te souffler des mots. Et d'ailleurs, bah, je l'ai pas dit, mais j'ai tourné une nouvelle vidéo YouTube qui sortira bientôt. Le titre, c'est Comment devenir soi-même, qui fait 15 minutes. Elle est pas encore montée, mais elle est déjà dérushée. Ça m'a pris pas mal de temps et je suis assez content de la réflexion que j'ai amenée. En fait, écrire une vidéo pour moi et écrire de manière générale, c'est comme je l'avais déjà dit, je sais pas où je vais, je sais pas exactement ce que je vais dire et j'aime bien parce que c'est une sorte de résolution de problèmes qui t'emmène parfois là où tu ne t'y attends pas. Bref, j'ai aussi fait une collab, bon bref. On est à peu près bon pour la downlist. Je vous dis pas tout à chaque fois parce que sinon ça va être trop long et ça c'est un sujet sur lequel je ne sais pas comment me positionner. Moi, j'aime les gens qui sont authentiques et qui ont pas peur de tout montrer. Et je pense que c'est mon cas sur plein de trucs, mais en même temps, je me dis que bah peut-être qu'il y a des trucs quand même qu'il faut pas montrer, dont il faut pas parler. Et ça, je sais pas trop. Bon, le podcast, ça reste quand même un format intime, donc j'ai pas peur de bombarder et de lâcher des bombes et des trucs de ouf, mais je pense qu'il faut pas non plus tout partager. Mais comme il y a aussi la distance avec le podcast et avec Internet, on se rend pas compte de ce qui se passe. Mais bon, bref. Au niveau des KPI, le temps d'écran a bien augmenté. Là, j'ai fait 2h27 avec en moyenne, enfin sur la semaine donc, avec 3h32 de WhatsApp et 2 heures de Le Bon Coin. On comprend pourquoi. Les objectifs, c'est de faire 5 séances de sport, donc 3 de muscu et 2 de cardio. Ça, j'ai confiance. Je pense que je vais y arriver. Écrire et tourner une nouvelle vidéo YouTube. Ça, pareil, j'ai confiance. Lire tous les jours 30 minutes minimum sur mon nouveau bouquin là de Steven Pinker, s'appelle The Blank Slate. C'est assez compliqué parce que c'est déjà tout en anglais et que ça fait quasiment 500 pages. Je galère un peu là, j'avoue. Ça demande des hauts niveaux de concentration, ce genre de bouquin. Mais j'aime bien aussi parce que c'est un peu comme le sport, quoi. Une fois que t'as passé les 10 petites minutes là, bien, bien relou, après il y a des moments, ils sont jouissifs, quoi. Et même dans la lecture, moi, ça me fait ça. C'est aussi l'anniversaire de mon petit frère et surtout, bah, le déménagement. Ça va être le gros truc de cette semaine. On en parle tout de suite. On en parle tout de suite parce que c'est la première idée, première news. Bon, c'est pas vraiment une idée dans le sens où intellectuellement ça va vous stimuler, quoique
parce que j'ai un peu l'impression que peu importe en fait les réflexions et les partages, il y a toujours des parce que c'est comme ça en général moi que j'écoute un podcast, c'est que je le ramène à ma situation et je fais des liens. Et là, je pense que bah c'est un sujet. Enfin, la plupart des sujets d'ailleurs permettent de faire des liens, donc ça pose pas de problème. Bref, donc je suis parti la semaine dernière à Annecy pour découvrir cet endroit. Je l'avais dit que je pensais que finalement j'allais pas aller là-bas, mais peut-être à Lyon. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la semaine, à partir de lundi, j'ai commencé mes recherches. Enfin, j'avais même commencé avant, mais sérieusement. Putain, en fait, je me rends compte que j'ai été chaud quand même, parce que là, j'ai déjà signé un truc. Bon, bref, je vais pas spoiler, mais si, de toute façon, on va en parler. Donc j'ai commencé mes recherches lundi. J'ai fait une première visite d'appartement. Quand est-ce que c'était? Un truc qui était pas mal, qui me correspondait bien, etc. Voilà, visite d'appartement. Ah, c'est ça. En fait, donc quand j'ai fini le podcast. Ah non, parce que j'avais fait dimanche le podcast. Donc le lundi 2, j'ai commencé ma journée. J'étais à Annecy. Je suis allé faire un running et tout. Et je rentre, je vois une annonce de ouf sur le Bon Coin. J'appelle, le gars me dit, OK, vous pouvez visiter cet après-midi et tout. Et dans ce genre de situation, moi, je pense qu'il faut être quelqu'un de ballsy. Il faut pas traîner, il faut montrer que t'es hyper déter et t'en as rien à foutre. Genre, tu peux prendre des risques. Donc, normalement, je devais rester encore une nuit à Annecy. J'avais payé le Airbnb et tout. J'ai dit, je m'en fous, je vais à Lyon maintenant tout de suite et je vais la voir cet appart. Je vais dans la visite. Je vais faire la visite. Au final, je fais la visite. Ça me plaît pas du tout. L'appartement, en fait, il est un peu éclaté. Bref, j'ai le seum. J'ai vraiment le seum de ouf. Je rentre chez moi le lendemain et j'avoue que je suis dans le train et je suis déprimé. C'est que ma première visite d'appartement, mais bon, ça faisait quand même longtemps que je commence, enfin longtemps, une bonne semaine, en commençant par Annecy, etc., que je cherchais. Et ça peut paraître fou, je sais pas pourquoi, mais moi je l'ai vécu comme ça. J'étais en mode, mais putain, c'est dur en fait de trouver un appart. Faut être le premier sur le coup, faut appeler, faut construire un dossier, faut se déplacer pour la visite et surtout, surtout, faut que moi dans ma tête je sois prêt en fait et je suis en mode oui vraiment. Et quand t'as ce genre de situation où ça marche pas, tu te dis mais est-ce que je dois vraiment le faire? Enfin, voilà, ça implique une forme de persévérance. Alors là, c'est, j'ai déjà fait une visite d'appartement. Moi, j'étais déjà au plus bas, quoi. C'est pour dire. Mais bon, bref. Je rentre dans le train, je rentre chez moi, je suis un peu dépité. Mais petit à petit, dans mon cerveau, je suis en mode, bon, mec, t'as juste visité un appart. Genre, on va pas s'arrêter là, quoi. On va pas abandonner maintenant tout de suite. Bon, bref. Je me chauffe, je fais de nouveau, j'appelle plein de gens, tac, tac, tac. Ok, deux nouvelles visites d'appartements qui sont prévues. Une, donc jeudi 5, j'ai visité un appart. Aussi, j'en ai visité un autre, c'était quand? Voilà, donc c'est ça. En gros, je vois un appart de ouf le jeudi 5. J'appelle, elle me dit, OK, visite ce soir, machin et tout. OK, putain, waouh, 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 je dois prendre un train vite. Je paye 40 balles, je vais à Lyon, etc. Je visite l'appart. Je tombe amoureux, je suis en mode, je le veux. Et j'étais en mode, je pense que je vais l'avoir. Le lendemain, je reçois un message. Désolé, l'appartement a trouvé son locataire, votre dossier n'a pas été reçu. Là, je deviens fou. Je deviens complètement fou parce que cet appart, je pensais que ça allait le faire, quoi. J'étais en mode, c'est trop bien enfin, ça s'est trop bien passé avec la proprio. Elle a bien capté que j'étais solide et tout. Bref, ça marche pas. Dépité. Le vendredi 6, j'ai de la chance parce que je vois un nouvel appart. Enfin, j'en vois plein, hein. Je suis sur 10-15 dossiers à la fois, quoi. J'appelle, j'envoie des mails et tout. J'ai une nouvelle visite prévue le samedi 7 à 11h. Et j'en ai une autre prévue le samedi 7 à 14h. Je vais à la visite le samedi. Bon, ça, c'est un appart. En fait, j'avais envoyé tellement de dossiers que je m'en souvenais plus trop. Et je regarde les photos, je suis en mode, en vrai, c'est cool, c'est pas mal, quoi, il a l'air bien. Je rencontre le proprio, on visite, et il me dit, ouais, bah, vous êtes les premiers à visiter. Et moi, je dis, bah, ok, et l'appart est trop bien. Moi, je kiffe. Vraiment, j'adore et tout. Parfait, T2, 44 mètres carrés, du bon parquet, belle poutre au mur et tout.
Et il me dit, bah voilà, donc là, il y a 3 personnes qui visitent aujourd'hui. Vous êtes les premiers. Si vous êtes intéressés, moi, j'arrête les visites et je vais choisir entre vous trois. J'ai bien aimé parce que le gars était, mon usage c'était avec un particulier et il était en mode, c'est bon, j'ai pas besoin de faire 50 000 visites. Vous avez des dossiers à peu près corrects, let's go. Et là, je me dis, ouf, je le sens bien. Celui-là, vraiment, je le sens bien. J'en avais eu une autre de prévue à 14h30, j'y suis même pas allé. Parce que j'étais en mode, bon, en vrai, il m'intéresse pas tant que ça, j'annule. D'ailleurs, j'avais une autre visite aujourd'hui aussi, mais que j'ai annulée, bien évidemment. Et donc, le gars m'appelle dans l'après-midi et me dit, monsieur, c'est vous l'heureux élu, l'appartement est pour vous. Et là, je suis hyper content. Donc, au final, dans ma tête, j'ai l'impression que c'était le parcours du combattant, mais j'ai juste, entre guillemets, visité 3 appartes et je l'ai eu en une semaine. Donc ça régale. Mais en fait, le vrai truc compliqué, c'est, enfin, moi, je vais être sincère, ça me fait peur. Genre. Ça me fait un petit peu peur de d'avoir des frais fixes pour commencer. Donc loyer, il est à peu près de 1000 balles par mois. Bim. Ensuite, il y a le fait de vivre seul. Le voyage en solo m'a donné confiance, mais pour moi, c'est aussi une épreuve, quoi. C'est assez nouveau. Et de mes expériences passées, c'était pas génial. Quand j'étais, par exemple, en L1 à Rennes, en tant qu'étudiant, j'étais dans un logement Crous de 13 mètres carrés. Je m'y sentais pas très bien. C'était le Covid, donc j'avais plein de cours en ligne. Enfin, c'était un peu la déprime, quoi. Et depuis, j'ai un peu associé le fait d'avoir un appartement à quelque chose de pas très confortable, beaucoup de solitude, quoi. J'étais à Rennes, je connaissais personne et tout. Mais bon, bref, là, je sentais que je devais le faire, et donc, bon, on va voir. Et j'emménage dans une bonne grosse semaine. Donc, bah, ça allait très très vite. Enfin, j'emménage dimanche, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les objectifs de semaine. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a un truc que, par rapport à ça, bon déjà il y a la première chose, ça, évidemment, à propos de la persévérance. Moi, je suis quelqu'un qui s'écoute beaucoup et donc je suis assez facilement capable de faire la distinction entre l'obstination et la persévérance. Et je pense que trop souvent on a appris à s'obstiner, à tort. Mais là, je pense que c'est bien parce que j'ai fait preuve de persévérance, même si c'était pas immense, hein. C'était quand même une bonne chose. Et en fait, un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu te reconnectes au réel, et ça j'en ai déjà parlé évidemment, c'est que très souvent, le réel n'en a absolument rien à faire de tes désirs. Et il va avoir assez souvent tendance à les frustrer d'ailleurs et à pas les assouvir. Et quand tu cherches un appartement, en fait, il y a un truc que j'ai appris, c'est que tu es obligé de faire des compromis. Tu es obligé de faire des compromis et ça, c'est désagréable. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est désagréable parce que tu as un idéal dans ta tête avec, voilà, tu t'imagines l'appart, tous tes critères, genre, t'habites à côté d'une forêt, puis, bah, il y a aussi la salle de muscu juste à côté, puis il y a ton meilleur ami avec sa maison là, puis t'as le sauna dans ta maison, t'as la giga bibliothèque, puis t'as le producteur de pommes de terre local, enfin, genre tout y est, et ça, évidemment, ça n'existe pas. Donc ça demande de faire des compromis. Et en fait, le réel, constamment, te mettra à l'épreuve et t'obligera à faire des compromis. Et je pense que ça, c'est une des raisons aussi qui fait qu'on a constamment tendance à le fuir. C'est parce que il nous déçoit beaucoup. Et il y a aussi une notion de changement qui est pas toujours facile à appréhender. Et il y a beaucoup de difficultés, etc. Bref, pourquoi maintenant j'ai choisi cette ville? Pourquoi j'ai décidé d'habiter à Lyon? De base, je l'avais dit, je voulais aller à Annecy. Mais en fait, Lyon, c'est pas mal parce que c'est un endroit, enfin, c'est une ville où je connais beaucoup de gens. Et à l'âge de 22 ans, j'ai encore, enfin, j'ai besoin de ces liens sociaux parce qu'ils me nourrissent beaucoup. En fait, c'est pareil, c'est cette notion de compromis. Je pense qu'habiter en ville, ça nécessite de faire des compromis et tout le monde en est conscient. Voilà, on s'expose à plus de pollution, plus de bruit, plus de vitesse, etc. Mais de l'autre côté, il y a un truc qu'on oublie, c'est que vivre
en ville, c'est être au contact des gens, avoir plus de facilité de voir ses amis, de se retrouver, de se connecter. Et hier, je regardais un peu la série We Crashed sur Apple TV. En gros, c'est l'histoire de, je sais plus comment il s'appelle, le fondateur de WeWork, qui est une boîte aux États-Unis qui faisait des espaces de coworking, donc qui se sont développés un peu partout dans le monde d'ailleurs avec le temps, mais bref. Et au début, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué où ils sont dans un café en train de travailler. Il est en train de faire un entretien d'embauche avec un gars. Bon, ça se passe bien. Il le recrute. Il le convainc que vas-y, t'es mal payé, mais tu vois, ça va être trop bien et tout. Et il y a la meuf juste à côté qui le dit, ouais, mais en fait, vous avez rien compris. Genre, moi, si je viens travailler dans ce café, j'en ai rien à faire qu'il y ait une petite table. J'en ai rien à faire que je dois me baisser pour brancher. J'en ai rien à faire que le café il soit dégueu. Vous savez pourquoi je suis ici? Parce que j'ai pas envie de me sentir seul. Et et c'est beaucoup, enfin, c'est marrant parce que ça a beaucoup résonné en moi et je sais que c'est une des raisons aussi qui fait que je vais travailler par exemple à la bibliothèque ou dans des cafés et qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Et c'est là où on comprend l'échelle des compromis et on comprend l'échelle, donc là, une sorte de pyramide de Maslow par rapport au compromis où en fait, pour moi aujourd'hui, le compromis social a un coût d'opportunité et un coût tout court, qui est bien plus important que, par exemple, celui de la pollution. C'est-à-dire que ça me fait beaucoup moins mal de m'exposer quotidiennement à un petit peu de pollution parce que je vis en ville que d'être reculé tout seul à la campagne. Parce que il y aurait un coût social qui serait tellement fort et tellement nuisible que la pollution, en réalité, j'en ai rien à faire. Et je pense que, il y a pas mal de gens pour qui c'est le cas avec la ville. Après, c'est une question d'échelle, hein. Avant, on vivait dans des tribus de 100, 150 personnes et on y était très bien parce qu'on avait ces liens sociaux. Mais aujourd'hui, enfin, quand t'as 22 ans, par exemple, et que tu vas dans un village de 150 habitants, bah, tous tes amis, ils vont avoir 40, 50, 60 ans. Il y a pas vraiment le choix. Et donc c'est un peu subi d'une certaine manière d'aller en ville pour être au contact de gens de mon âge. Mais c'est ok, je l'ai compris et j'ai compris que ça nécessitait un compromis et que le réel était comme ça. Et au bout d'un moment, je peux pas tout changer en fait. C'est comme il y a des choses que tu dois réfuter et que je pense auxquelles il faut s'opposer parce elles vont contre notre nature. Mais il y a aussi un moment où il faut vivre avec son temps. Et c'est pour ça que Lyon, au début, j'étais en mode non, c'est beaucoup trop gros comme ville. Moi, j'ai besoin de nature. Limite, moi, franchement, j'ai réfléchi à prendre une maison à la campagne et tout. Hein, j'y ai beaucoup pensé, mais c'est trop tôt pour moi. C'est beaucoup trop tôt. Donc, bref, Lyon, franchement, c'est une bête de ville. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui habitent ou qui connaissent. Euh, D'ailleurs, à l'occasion, je me suis dit que j'allais peut-être organiser des trucs à Lyon prochainement. Bon, je vais pas en parler plus trop parce que il y a rien de fait, etc. Mais j'ai quelques idées que j'aimerais bien mettre de manière concrète en place dans le réel. Mais c'est intéressant ces situations qui confrontent à des peurs et qui obligent à faire des compromis aussi. Et et plus tu te reconnectes au réel, plus tu comprends que apprendre à faire des compromis, c'est la base. C'est la base, la base, la base. Et faire des compromis, c'est aussi, ça revient à cette notion de résilience et d'adaptabilité, quoi. C'est ok, putain, je vais dans une salle, je suis en ville, mais je peux pas m'entraîner. Bah, c'est pas grave. Là, il y a un plancher, je peux taper des pompes par terre, genre, je peux faire des burpees. Bon, là, c'est galère, je peux pas manger sainement comme je veux. Ah, c'est pas grave, je vais faire un compromis, je vais manger, je vais manger ce qu'il y a et puis c'est tout, quoi. Puis c'est tout. Bon, on va parler de la deuxième idée de cette semaine, qui est la McNamara fallacy. Donc, en français, c'est-à-dire le sophisme de McNamara. Alors, ce phénomène, il nous provient donc de Robert McNamara, qui était secrétaire américain de la défense de 1961 à 1978, qui pendant la guerre du Vietnam, il a un peu mis en place une règle qui stipulait que, en gros, ce qui était important, c'était le nombre de corps ennemis
qu'on avait tué versus le nombre de corps alliés qu'on avait conservés. Et c'est comme ça un peu qu'on était capable de savoir si on était en bonne position dans cette guerre ou pas. Et plus largement, le concept désormais il s'étend à la métrique, c'est-à-dire quand ça consiste de prendre des décisions en se basant uniquement sur des observations quantitatives et en ignorant tout le reste. La raison invoquée est souvent que ces autres observations ne peuvent pas être prouvées, ne peuvent pas être quantifiables. Et en fait, plus largement, ce sophisme, il met en évidence que les choses les plus importantes, c'est celles qu'on peut mesurer. Donc, à la base, c'était le nombre de morts, etc. Et tout ce qu'on ne peut pas mesurer n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, on va un peu les oublier. Et pour résumer, j'aime bien, c'est we try to measure what we value, but end up valuing what we measure. Donc, on essaye de mesurer ce qui a de l'importance, ce qui a de la valeur, mais le problème, et c'est là qu'on tombe dans ce sophisme, c'est que on finit par accorder de la valeur à ce qu'on mesure. Donc, quand la mesure, c'est aussi en lien évidemment avec la loi de Goodhart, quand l'objectif devient la mesure, ça cesse d'être un bon objectif. Par exemple, avec le poids, on passe notre temps à mesurer notre poids, donc c'est la chose qui devient la plus importante à nos yeux et qui prend le plus de valeur. Sauf que, en fait, on oublie quelque chose de primordial, c'est que la plupart des choses qu'on ne peut pas mesurer sont en réalité les choses les plus importantes. J'ai lu un article excellent sur Substack hier de Guru Rinder. Le titre c'est Why Everything is Becoming a Game. Quoi tout devient un jeu. Donc c'est en anglais, ça fait une bonne dizaine de minutes, c'est très très bien. Et je vous le recommande. Je vous le recommande vraiment beaucoup beaucoup. Et dans celui-ci, il parle donc du sophisme de McNamara. Et il montre à quel point en fait aujourd'hui tout est devenu un jeu et aujourd'hui nous sommes devenus complètement matrixé par les métriques quantitatives et quantitatives. Il y a un truc, par exemple, que moi-même j'ai expérimenté, qui est le tracker de sommeil. Et on voit qu'aujourd'hui, même le sommeil, c'est devenu un jeu. On utilise des applications pour ça, par exemple Oura Ring, que j'ai bien testé, etc. Et on devient un peu obstiné, quoi. Moi, je me souviens, quand je lavais la bague, je me levais, et c'était la première chose que je regardais. C'était, OK, j'ai combien de score de sommeil? Et ça, c'est une mesure qui avait tendance, évidemment, même si j'en étais conscient et je faisais attention à ça, qui avait tendance à conditionner mon état interne et énergétique. Et aujourd'hui, je trouve que on est devenu un petit peu obsédé, un peu trop même, par les métriques, et qu'on passe notre temps à essayer de mesurer tout et n'importe quoi. On va mesurer, je sais pas, on va faire une méditation, on va mettre un chrono pour s'assurer qu'on en a fait assez. On va mesurer nos calories, on va regarder le nombre de pas qu'on fait. Et ça, c'est assez problématique parce que trop rapidement, les métriques deviennent les choses les plus importantes. Et surtout, c'est que les choses les plus importantes dans la vie ne peuvent pas être quantifiées, ni même mesurées. C'est impossible. Tu ne peux pas mesurer l'amour. Tu ne peux pas mesurer, alors tu peux avoir des choses qui permettent d'à peu près de quantifier la santé, mais par exemple la santé mentale, c'est impossible de la quantifier. Impossible. Je peux te poser des questions, une sorte de questionnaire pour savoir comment tu vas aujourd'hui, mais un, qui me dit que tu dis la vérité, et deux, qu'est-ce que je fais de ces réponses après? Je peux les comparer aux autres pour voir ça, mais en fait, voilà, il y a vraiment un culte de la métrique sur lequel il faut se méfier. Et donc, pour résumer un peu l'idée du sophisme de Macarna, c'est quand, en fait, on finit au début, on mesure ce qui a de l'importance, sauf qu'on finit par mesurer, on finit par donner de l'importance simplement à ce qu'on mesure, c'est-à-dire le nombre de morts. Et au final, on se rend même plus compte qu'on est dans une guerre atroce. Et nous, on essaye de savoir si on a gagné la guerre ou pas parce qu'on a tué plein de gens. Mais c'est terrible de voir les choses comme ça parce que ça déshumanise profondément. Profondément. Et donc, pendant la guerre du Vietnam, ça a été terrible parce que ce gars-là, ce secrétaire américain, il était obsédé
par le nombre de... Oula, ma cam, elle a fait un truc bizarre. Il était obsédé par le nombre de corps qu'ils avaient tués en oubliant que... En fait, ils étaient en train de faire la guerre, quoi. Et moi, aujourd'hui, je me méfie de plus en plus des métriques quantitatives. Et je me fie de plus en plus, par contre, à mon ressenti interne au quotidien, en fait. Et je pense que ça, c'est peut-être... J'avais commencé à écrire une newsletter à laquelle j'ai pas abouti parce que j'y arrivais pas, même si j'ai essayé de persévérer pas mal. C'était à propos de... C'était à propos de quoi? Ah non, mais c'était autre chose, je l'ai déjà écrit, cette newsletter, il me semble. Sur le fait de pourquoi tu n'avais pas besoin de changer. Mince, je me souviens plus. Je parlais des métriques, donc je me méfiais de plus en plus et j'essayais de revenir à mes sensations internes. Exactement. Ok, et donc ça, oui. Donc voilà, c'est ça. La newsletter, c'était en gros 5 compétences à développer avant 29 ans et une des compétences, j'avais mis, c'est la connexion corporelle et que en fait, pour moi, ça c'est une des plus grandes compétences aujourd'hui qui servira toute ta vie, mais ça vaut avec le corps et l'esprit, c'est à quel point est-ce que tu arrives à revenir à toi. Par exemple, quand tu fais un exercice, quand tu fais du sport ou je sais quoi, ça c'est pas mal parce que ça permet de nouveau retrouver une connexion avec soi-même qui passe notamment par le corps. Et quand tu mesures des choses, tu perds la pertinence de ces informations qui pourtant sont peut-être les plus importantes. C'est en fait, voilà, je peux dire, ok, j'ai lu 100 livres en un an, très bien, c'est une mesure quantitative, mais est-ce que pour autant, ça veut dire que j'ai tout retenu, j'ai vraiment augmenté mon niveau de connaissance, etc. La réponse pour le coup est oui, mais c'est pareil avec la perte de poids en fait. Tu peux avoir perdu énormément de poids, mais avoir dégradé ta santé. Genre c'est totalement possible. Donc je pense qu'il faut se méfier des métriques quantitatives comme le montre ce phénomène. Bon, on va passer à la troisième idée, Nietzsche versus Rousseau, les forts versus les faibles. Alors, Rousseau, c'est un philosophe intéressant. J'ai acheté son livre Le contrat social, mais j'avoue que ça m'a pas beaucoup plu. Je trouvais ça très chiant en fait, pour être honnête. Donc je l'ai pas fini, mais il s'avère que Rousseau a quand même des bonnes idées. Rousseau, il est né en 1712 à Genève et il a été un des premiers à remettre en question la notion de progrès. Il était un peu en mode bon, ok, c'est marrant là tout ce capitalisme, etc. Mais pourquoi faire et pourquoi vous voulez continuer à progresser? Vous voyez bien qu'il y a un problème. Et donc une des grandes idées de Rousseau, c'est ce qu'il appelait the state of nature. Donc pour Rousseau, l'homme dans son habitat naturel, donc l'état de nature, les gens arrivent mieux à comprendre leur esprit et sont orientés vers leurs besoins essentiels. Une famille heureuse, un respect pour la nature, contemplation de la beauté, une curiosité pour les autres, un goût pour la musique, etc. Et donc pour lui, l'état de nature, c'est un peu l'état idéal quoi, auquel on devrait constamment revenir. Et ça, c'est une idée forcément qui me parle. L'état de nature est pour lui aussi moral, dans lequel on ressent naturellement de la pitié pour les autres face à la souffrance notamment. Et selon lui, le monde moderne nous éloigne de ça, et le progrès aussi. Et donc pour Rousseau, vous allez voir avec le lien des forts et faibles, il faut en réalité résister à la comparaison avec les autres pour arrêter de se sentir misérable et inadapté. Ça, c'est une idée que je trouve intéressante, mais qui s'oppose à ce que dit Nietzsche. Pour Nietzsche, lui, à l'inverse, la jalousie et l'envie, en réalité, ce sont pas des mauvaises choses, mais c'est plutôt une sorte de signal en toi, une sorte de réalité au plus profond de qui tu es, qui aspire à ça et qui en a envie. C'est comme si tu avais en toi
une sorte de, enfin, des choses qui étaient enfouies, et le désir, l'envie, la jalousie viennent réveiller ces choses qui sont enfouies pour les faire émerger. Mais donc, ça veut dire qu'elles font partie de toi et qu'elles sont importantes. Et pour cette raison, bah, Nietzsche, j'en avais déjà parlé, il disait que les chrétiens sont des gens qui ont créé des règles pour justifier leur faiblesse. L'absence de sexe et la pureté, l'incapacité de venger le pardon, la soumission, l'obéissance, etc. Et donc, d'un côté, il y a Nietzsche qui vient nous dire que, en réalité, si on a des envies, si on a des jalousies, etc., il faut les embrasser pleinement parce que elles sont là pour nous rendre plus forts et pour nous reconnecter à qui on est réellement. Et de l'autre côté, on a Rousseau qui dit, bon, arrêtez en fait. Arrêtez avec ça, arrêtez de jalouser les autres, arrêtez de vous comparer. Contentez-vous simplement de vivre votre vie basée sur ce state of nature, c'est-à-dire sur votre nature originelle, sans la pervertir. Mais en fait, c'est là où c'est très difficile comme question, parce que pour Nietzsche, ça fait aussi partie de notre nature. Et, et les deux ont des idées qui sont intéressantes. Je partage évidemment cette idée de Rousseau selon laquelle la comparaison souvent tend à nuire plus qu'autre chose et qu'on se sent misérable. Mais en même temps, on voit bien aussi que, comme le montre Nietzsche, le fait de se comparer aux autres et par exemple d'aller courir avec un ami, eh bien, ça pousse souvent à faire un peu plus et parfois même un peu mieux, ce qui n'est pas exactement la même chose. Pour aller dans ce sens et dans cette idée, j'aimerais bien parler de Confucius, qui a quelque chose d'intéressant, je trouve. Il dit que pour lui, certaines personnes sont supérieures à d'autres et il faut être modeste et l'accepter. Donc, dans ce sens, Confucius va plutôt et rejoint, on va dire, Rousseau. Il y a j'aime beaucoup cette citation de Confucius. The relation between superiors and inferiors is like that between the wine and the grass. The grass must bend when the winds blow across it. Donc la relation entre les supérieurs et les inférieurs, c'est un peu comme le vent et l'herbe. Quand, enfin, l'herbe doit se plier quand le vent commence à souffler. Et donc, d'après Confucius, il existe dans ce state of nature des gens qui sont plus forts que d'autres et des gens qui sont plus faibles. Et ça, Nietzsche, il est d'accord avec ça. C'est le premier d'ailleurs qui a parlé des forts et des faibles. Alors lui, il parlait de la volonté de puissance, la morale des esclaves, c'est-à-dire la morale des esclaves, c'est les faibles qui justifient de leur faiblesse. Mais en même temps, est-ce qu'ils le justifient parce que par nature, ils sont faibles et ils ne peuvent pas faire grand-chose à ça, ou est-ce que ils ont le potentiel de devenir forts, mais comme ils n'y arrivent pas, ils se justifient de leur faiblesse. Là, il y a tout un débat qui me semble très intéressant, quoi. C'est des questions philosophiques qui n'ont pas de réponse, simplement peut-être des perspectives et des grilles de lecture différentes. Mais, mais si on part du postulat qu'il existe des forts et des faibles, alors dans ce cas-là, je peux comprendre ce que dit Rousseau, c'est-à-dire que, bah, il y a des moments, en fait, ça sert à rien de se comparer avec les autres sur certains points, parce que ça ne sert à rien. Tu ne seras jamais capable d'atteindre ce niveau et tu crées juste de la frustration chez toi qui ne devrait pas exister. Et j'ai lu une citation de Sean Parrish sur cet état un petit peu de nature que j'ai envie d'étayer avec vous. Alors, je vais la traduire parce qu'elle est hyper longue et si je fais tout en anglais puis en français, ça va nous prendre une blinde. Je vais le mettre sur Google Trad et je vais vérifier que la traduction est pas trop dégueu. Alors, est-ce que tu veux bien marcher? Google Traduction. What the fuck? Ah oui, c'est bon. Ok. Alors, arrêtez de lutter contre votre nature. Commencez à gagner avec elle. Vous êtes né avec certains traits de caractère. Les combattre, c'est comme être un sprinter qui est obligé de courir un marathon. C'est épuisant et futile. Mais ces limites peuvent devenir votre plus grand atout. Vos instincts, votre personnalité et vos préférences ne sont pas des défauts, ce sont des caractéristiques. Lorsque quelque chose semble vous retenir et que vous ne pouvez... Oh, pardon. Lorsque quelque chose semble vous retenir et que vous ne pouvez pas changer,
La clé est de changer votre environnement. Ce qui est un vent contraire dans une situation est un vent arrière dans une autre. L'avantage de l'introverti dans le vent ne fait pas semblant d'être extraverti. Pardon. L'avantage de l'introverti dans la vente, ouais, je me disais bien, ne fait pas semblant d'être extraverti, gagne grâce à des recherches approfondies et à des relations durables. Pendant que d'autres travaillent dans la pièce à la recherche d'une transaction, vous pouvez construire des relations à long terme. Vous n'êtes pas du matin? Acceptez-le. Cette séance d'entraînement à 5 heures du matin que vous ne faites pas, arrêtez de vous punir. Intégrez vos heures de performance maximale à votre emploi du temps. Êtes-vous obsédé par les détails? Utilisez-le à votre avantage. Alors que d'autres survolent la surface, votre minutie repère les opportunités qu'ils ratent et évite les erreurs coûteuses qu'ils commettent. Ce que les autres considèrent comme de l'obsession devient un avantage compétitif impossible à copier. Les personnes qui réussissent le mieux ne luttent pas contre leur nature. Elles conçoivent leur environnement de manière à l'amplifier. Arrêtez de vous demander comment puis-je me corriger. Commencez par vous demander comment puis-je me positionner là où mes traits naturels sont des atouts. C'est trop marrant parce que c'est exactement ce dont je parlais la semaine dernière et il me manquait ces pièces du puzzle ou en tout cas il me manquait ces insides. Et comme par hasard, elles arrivent dans ma vie à ce moment-là. Enfin, là, la citation que j'ai lue de Sean Parrish, c'est dans une newsletter que j'ai lue avant-hier, quoi. Donc c'est assez, ou hier, je sais plus. Et, et j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup et j'en avais déjà parlé, mais en fait, si je devais amener des sortes de leçons et de conclusions par rapport à ça, c'est que Nietzsche a raison, Rousseau a raison, Confucius a raison, tout le monde a raison. Ce qu'il faut, c'est juste faire attention dans son processus de comparaison. Parce que aujourd'hui, on a une tendance à vouloir rendre les gens les plus, je sais pas, j'aime bien là quand il dit, arrête de te demander comment je me répare. Et c'est vrai que ça, c'est une tendance qu'on a beaucoup, quoi. Mais moi, je pense que c'est bien plus pertinent d'aller vers les choses pour lesquelles on est naturellement doué, en fait. Et ça fait lien avec ce que dit Rousseau et ce state of nature. State of nature, c'est arrêter de se combattre soi-même et d'être en mode, ah, je fais ça, mais ça va pas, etc. Mais c'est plus être en mode, ok, ça fait partie de la manière dont j'agis, etc. Et je vais aller je vais me demander comment est-ce que je fais maintenant pour me positionner de sorte que ces traits de personnalité et cette nature deviennent une force. Et souvent, le problème avec la jalousie et le fait de se comparer, c'est que, eh bien, chez les autres, ce qu'on apprécie, c'est souvent par définition ce qu'on n'a pas ou ce qu'on fait pas bien. Et ça, à mon avis, c'est d'autant plus vrai dans un couple. Un couple qui développe une certaine complémentarité. Et je pense que ça, on l'a d'autant plus avec l'opposition ou la complémentarité, justement, entre le féminin et le masculin, c'est qu'il il y a des manières de penser, de raisonner, de fonctionner qui sont différentes. Et c'est ça qui est appréciable. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a trop tendance à se conditionner par peur d'être différent. Mais du coup, on s'éloigne de notre état de nature. Et donc, on s'éloigne de ce que Nietzsche voulait à la base. Et c'est peut-être là où il s'est peut-être pas trompé, mais qu'il n'y a pas pensé. C'est que si on veut vraiment devenir qui on est, qui était l'objectif de Nietzsche, c'est une des grandes questions qui l'a animé, comme Jung notamment, mais comme beaucoup de philosophes en réalité. Il semble que ça fait beaucoup plus de sens d'embrasser sa nature que de la, que de s'y opposer en fait. Et ça, on le voit en fait. Regardez, aujourd'hui, quand vous vous opposez à votre nature, c'est-à-dire que vous passez votre journée derrière un écran, vous faites pas de sport, vous mangez des trucs qui sont pas faits pour vous, eh ben, vous voyez tous les dégâts que ça cause. Et ça, je ne vois pas, je ne vois rien de plus évocateur que la santé. Quand vous faites un sport pour lequel vous n'êtes pas
vous êtes pas fait, par exemple, ou que vous mangez des aliments qui vous correspondent pas, ou que vous restez dans des positions qui sont pas adaptées à l'être humain, celle de rester assise pendant 10 heures par jour, vous voyez tous les problèmes que ça crée. Et donc ça, si on étend le raisonnement, on comprend bien que bah, devenir un Superman, c'est intégrer ses faiblesses, c'est pas les faire disparaître, et c'est aussi intégrer ses forces et les amplifier. Et donc, on comprend bien que dans ce rapport à l'autre, il y a peut-être des choses qu'on a mal compris. Le but, c'est pas de devenir comme l'autre, et c'est pas parce que certaines personnes ont certaines qualités qu'elles nous inspirent et qu'elles nous font envie, qu'il faut forcément les adopter. Peut-être que justement, il y a cette alchimie et cette harmonie qu'on arrive à trouver quand cette personne embrasse cette qualité qu'elle a et que toi aussi tu embrasses une qualité qui est différente. Par exemple, si tu es quelqu'un de très modéré et que tu as un ami qui est très très dans qui a tendance à abuser beaucoup sur certaines choses et qui n'est pas capable, je sais plus c'est quoi le mot contraire pour la modération, mais bref. Eh bien, justement, le fait que toi, tu sois quelqu'un de modéré, ça va peut-être permettre à cette personne de mieux se rééquilibrer et de pas avoir, je sais pas, un accident de voiture. C'est marrant parce que moi, j'ai un souvenir là avec ça où je conduis, par exemple, j'ai un pote, je montais derrière lui en scooter et tout. Moi, je suis assez peureux, quoi, par nature. Et, hum, et je voyais que lui, il s'en foutait, genre, il roulait comme un ouf, limite, il avait pas de casque, ça lui posait aucun problème et tout. Et dans ces moments-là, il y a une partie de moi qui me disait, mais, ah, putain, pourquoi je suis peureux comme ça, pourquoi moi aussi j'arrive pas à être en mode, vas-y, on s'en branle, on s'en fout et tout, let's go pleine balle, et en fait, bon là, pour cet exemple, il est évident que c'est une bonne idée d'être modéré, mais on peut l'appliquer à plein d'autres choses différentes en fait. Et ouais, je pense être à l'aise avec ça veut pas dire on sort de l'influence extérieure, on continue évidemment, mais c'est juste que, ok, on n'est pas obligé d'embrasser les mêmes traits que les autres en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ouais, j'aime bien ça. En tout cas, c'est une idée qui me fait du bien. Alors évidemment, il y a toujours la morale des esclaves qui pourrait rentrer dans l'équation de bon bah tu justifies cette prise de position parce que en réalité tu n'es pas capable d'adopter le comportement des autres. Mais comme je ne peux pas de toute manière être l'autre, bon bah autant que ça se passe bien pour moi et vivre une vie dans laquelle je me reconnecte à mon état de nature et dans laquelle ça se passe plutôt bien, ça veut pas dire ne plus faire d'efforts et esquiver la souffrance et toutes ces choses. Pas du tout, pas du tout. Ça, moi, je l'ai bien compris, je l'ai bien assimilé, et c'est pour cette raison que tous les jours, ou presque, je me mets dans des situations inconfortables. Parce que c'est comme ça que je me reconnecte un peu à ce state of nature. Genre, je sais que dans la nature, bah, il y a constamment de l'impermanence et il y a constamment des situations qui sont inconfortables. Donc ça veut dire aussi faire preuve d'intégrité à tous les niveaux. Tu veux embrasser ta nature, ok, très bien. Bah, t'es quelqu'un de timide, de réservé, etc. Et t'as l'impression que c'est le cas profondément, ok. Mais si tu veux, peut-être. Mais ça veut pas dire pour autant. Enfin, en tout cas, non, ça veut dire donc pour autant que cet état de nature, si t'es intellectuellement à peu près honnête et correct, bah tu dois l'appliquer aux autres penchants de ta vie, même si c'est toujours très difficile. On est d'accord. Ok, quatrième et dernière idée de cette semaine. Au final, c'est fou, mais on va peut-être taper les 1 heure, quoi. Bon, elle est vraiment très très rapide. Pourquoi est-ce que tout va devenir du porno? Alors, il y a une citation de Seth Godin que j'ai trouvé géniale qui dit: si tu fais assez d'A/B testing, tu finiras par transformer n'importe quel site internet en site pornographique. Alors, derrière ça, ruisselle un constat et une vérité que je trouve intéressante. Quand on fait du business, quand on essaye de maximiser son chiffre d'affaires ou de réussir tout simplement, peu importe ce que ça signifie, on va rentrer dans une logique utilitariste, productiviste, où le but, ça va être de devenir de plus en plus efficace et même de plus en plus efficient.
Et pour ça, on va faire de l'A/B testing, par exemple. Moi, je sais pas, tu vas recruter 2 personnes, tu vas faire passer un entretien d'embauche et tu vas voir laquelle elle est, selon toi, la plus compétente, qui va pouvoir permettre à cette entreprise de grandir. Donc ça, c'est une forme d'A/B testing. Et aujourd'hui, sur Internet, on peut aussi faire de l'A/B testing. Par exemple, je vais faire 2 publicités différentes et je vais voir c'est laquelle qui convertit le plus. Et le problème, le problème dans ça, même s'il y a pas que des problèmes, hein, loin de là, et que je pense que c'est bien d'être capable de discerner quelque chose d'efficace et quelque chose qui l'est pas. C'est que, bah, si tu fais de l'A/B testing, tu vas toujours et constamment aller vers quelque chose de plus en plus extrême. Et ça, sur Internet, c'est d'autant plus le cas. Je pense que MrBeast en est un bon exemple, hein. On voit bien que pour continuer à avoir une croissance de vidéos, il est dans l'obligation de faire des choses de plus en plus extraordinaires. Et si vous faites de l'A/B testing sur un site internet et que vous vous demandez, ok, comment on fait pour qu'il y ait plus de visites, qu'il y ait plus de vues, que les gens ils passent le plus de temps sur la plateforme, que les annonceurs ils mettent le plus d'argent sur la publicité et tout, bah en fait tu vas te rendre compte que ah tiens c'est marrant quand je mets une fille qui est moche et une fille qui est belle, ah bah la fille qui est belle sur la publicité les gens cliquent plus. Ok, intéressant. Ah mais attends, viens on compare. Et si on mettait la fille qui était belle ou la fille qui est belle avec un décolleté? Oh bah tiens, c'est marrant, ça clique encore plus quand elle a un décolleté. Et donc on comprend bien que petit à petit, bah ça amène à du porno en fait. Bien sûr que oui. Et ce qui me dérange dans ça, et ça c'est un truc que j'ai compris et qui me saoule avec le business, c'est que si tu veux réellement performer, c'est pas le meilleur qui gagne. C'est pas le meilleur qui gagne. En tout cas, c'est pas le meilleur qui fera le plus. Non, non, non. Souvent, c'est celui qui est prêt à faire le plus de concessions. Et c'est pas une vision déterministe ni fataliste à propos du business. Et je ne dis pas que tous les gens qui font du business font des concessions et pervertissent un peu leur âme. Mais moi, c'est ce que j'ai commencé à ressentir. En tout cas, de manière personnelle. Et j'ai senti qu'il y avait des penchants du business, la direction dans laquelle j'allais, notamment avec la formation en ligne, avec le fait d'aller de temps en temps à Dubaï, etc. Où je commençais à faire des concessions et non pas des compromis, c'est pas exactement la même chose pour moi. Et que si je conservais la mentalité de performance, je devais devoir en faire plus, mais au fond, je savais que je n'avais pas envie de les faire parce que j'allais justement corrompre mon âme. Et et ça c'est difficile en fait. Ça c'est difficile parce que j'ai bien compris aujourd'hui dans la création de contenu notamment, je l'ai vu que si je voulais faire le plus de vues possible, il fallait que, comme l'a dit Seth Godin, j'aille vers des trucs de plus en plus pornographiques au sens pervers du terme, c'est-à-dire des choses de plus en plus extraordinaires, de plus en plus folles, qui avaient souvent moins de profondeur, mais qui étaient juste divertissantes, qui allaient sur des dramas, toutes ces choses-là. Et ça me déplaît, en fait. Ça me déplaît parce que c'est une sorte de concession. J'ai pas envie de faire ça. Mais ce qui est dur, et c'est ouais, donc c'est pour ça que le jeu du business me casse les couilles. Voilà. Parce que j'ai compris que il fallait faire des... En fait, moi, je dis pas que je veux pas faire de concessions ni de compromis. Je veux juste faire des compromis qui ont du sens, en fait, et qui me dépassent, quoi. Et genre, un des compromis et une des concessions qui a du sens, c'est par exemple quand tu viens, je sais pas, aider un mec qui vient de se jeter dans un port, qui est en train de se noyer. Genre là, je m'en bats les couilles. Je vais faire la concession d'aller dans le froid parce que c'est chiant, mais parce que je vois le sens, il est compris. Mais quand le sens, c'est juste devenir de plus en plus performant au jeu de l'argent, qui au final est souvent rempli d'illusions et qui, et ça c'est très dur aussi, c'est que c'est bien beau d'avoir gagné ce jeu du business, mais si tu l'as fait au détriment de ton âme, ça sert à quoi? Bah, à rien. Ça sert à rien, voilà. Ça sert, ça c'est pas que ça sert à rien, c'est juste que tu vas capter que, putain,
En fait, j'ai pris des années de retard là. J'ai cru que je m'étais facilité la vie puisque j'ai plein d'oseille, mais non, non, non. Mon âme, putain, il y a du taf. Et quand je dis l'âme, on n'est même pas obligé d'imaginer des choses spirituelles, mais ouais, ça c'est, enfin bref, ça c'est un sujet de tout. Dans tous les cas, je sais très bien qu'il va me rattraper là ces prochaines années et que je vais explorer. Donc bref, la dynamique d'efficacité, au bout d'un moment, elle a des limites. Elle a des grandes limites. Je crois que la caméra n'a plus de batterie. Je vais devoir terminer en beauté. En beauté, en beauté. Bon, j'ai bien aimé cet épisode-là. C'était assez posé. La semaine dernière, j'avoue que j'ai fini le podcast. J'étais cuit, 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 cuit. Et j'ai forcé de ouf. Je me suis un peu opposé à mon state of nature. J'étais en mode, comme je l'avais dit, je suis en mode guerrier, en mode combattant et tout. Là, j'étais tout posé, tout tranquille, comme je le suis d'habitude. Et au final, ça passe crème. Et je fais quand même 1 heure. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Recommandation de la semaine, je vous l'ai dit, Why Everything is Becoming a Game. C'est très très bien. Allez sur Substack, lire ça, vous allez kiffer. Vraiment très très bien. Je l'ai pris en note dans le second cerveau, si jamais vous voulez y accéder, voilà, bon bah il suffit de passer à la caisse. Parce que attention, hein, je le rappelle, je vais monter les prix. Et je dis pas ça pour vous forcer à l'acheter, même si évidemment je sais que ça va le provoquer. Je sais que ça va le provoquer. J'ai eu une autre reco, bah en vrai la série We Crash, elle est pas trop mal, honnêtement. J'ai regardé 2 épisodes hier. Hier, j'avoue, j'ai fait un peu la salope. J'ai passé ma journée à pas faire grand chose. C'est pour ça que le soir, j'étais en mode bon là, il faut que je fasse un bain froid. Alors là, la journée était beaucoup trop facile. Ça va pas Dali. Mais en même temps, j'étais en mode c'est dimanche, faut que je me repose. Toujours difficile. En fait, j'ai l'impression que quand je me repose, après, je vais plus être capable de bombarder. Genre, c'est comme si le fait de m'accorder du oh, bah j'allais être en mode oh, laissez-moi dans mon lit toute ma vie, ne me mettez plus jamais d'inconfort. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas le cas. Et c'est exactement comme enfin en tout cas, j'ai remarqué que je procédais comme ça. Par exemple, un aliment que j'adore. Aujourd'hui, j'ai capté que j'étais pas obligé de me restreindre et d'en manger genre juste un mini bout tous les jours, mais que je pouvais en manger plein un jour et que le lendemain, bah j'en avais plus du tout envie. Et du coup, bah c'était bon, le problème était entre guillemets résolu. Et je pense que c'est pareil avec la détente et l'énergie. Genre au début, tu crois que comme tu vas commencer à te détendre, tu vas devenir de plus en plus inhibé, tu vas plus vouloir rien faire de ta vie et tout. Alors ça c'est vrai quand t'as des écrans et quand t'as beaucoup trop de confort disponible. Mais si ça c'est pas le cas et tu t'y exposes pas beaucoup, bah en fait ça a l'air que le confort très rapidement ça casse les couilles genre et j'ai envie de sortir de mon lit et de faire des trucs. Donc moi je crois beaucoup à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments il y a pas le choix quand même de se mettre des bons coups de pied hein. Et on est obligé quoi. Mais je pense que pas tout le temps, loin de là. Pas tout le temps là. Bon, merci d'avoir écouté l'épisode. On se voit la semaine prochaine. Je suis trop content. Et la semaine prochaine, je serai dans mon appartement à Lyon. Donc, let's go. Vas-y, si vous voulez, je vous ferai un petit road tour avec la calme sur YouTube. N'oubliez pas les 5 étoiles. Peace!